4 ans plus tôt, il l'avait laissée partir sous les accusations et le silence. Aujourd'hui, elle revenait dans la salle de réunion, non plus comme la femme qu'il avait brisée, mais comme sa nouvelle patronne. Camille Moreau avait autrefois aimé Alexandre Delcourt avec cette confiance dangereuse que l'on donne à quelqu'un quand on croit qu'il nous protégera contre le monde entier. Mais le jour où on l'accusa d'avoir volé des créations à Maison Delcourt, Alexandre resta silencieux. Pas un mot pour la défendre, pas une main tendue, pas une question posée. Camille disparut alors de Paris, emportant avec elle son amour, sa honte et son cœur brisé. 4 ans plus tard, Maison Delcourt est au bord de l'effondrement. Le conseil d'administration convoque une réunion d'urgence pour présenter la nouvelle directrice imposée par les investisseurs. Alexandre entre dans la salle sans savoir que la femme qui va sauver son empire est celle qu'il a perdue le jour où il a choisi de se taire. La salle du conseil de Maison Delcourt n'avait jamais paru aussi froide. Tout, pourtant, y avait été pensé pour inspirer le prestige. La longue table en bois noir, les fauteuils en cuir crème, les murs ornés d'anciennes photographies de défilés, les vitrines où reposaient des pièces iconiques de la maison, les baies vitrées ouvertes sur les tours de la Défense. Mais ce matin-là, rien ne brillait vraiment. Même la lumière semblait hésiter à entrer. Alexandre Delcourt se tenait debout près de la fenêtre, une main dans la poche, l'autre serrée autour d'un dossier financier. Il n'avait presque pas dormi. Depuis 6 mois, Maison Delcourt s'effondrait lentement. Pas assez vite pour que la presse parle encore de faillite, mais assez clairement pour que les investisseurs cessent de sourire pendant les réunions. Les ventes reculaient. Les collections récentes étaient jugées froides, répétitives, sans âme. Les jeunes créateurs quittaient le navire. Les ateliers coûtaient trop cher. Les boutiques de Milan et de Tokyo perdaient de l'argent. Même le nom Delcourt, autrefois synonyme d'élégance française, commençait à sonner comme une belle chose fatiguée. Alexandre regarda son reflet dans la vitre. À 34 ans, il avait le visage d'un homme qui s'était habitué à ne plus montrer ce qu'il ressentait. Costume gris anthracite, chemise blanche, cravate sombre, regard bleu acier. Il incarnait parfaitement ce que le conseil attendait d'un Delcourt. Maîtrise, discipline, froideur. Directeur financier et héritier naturel de la maison, il avait passé 4 ans à sauver des colonnes de chiffres pendant que son cœur, lui, n'avait jamais vraiment repris vie. Personne ne le savait. Ou plutôt, personne ne voulait le savoir. Dans ce monde, les blessures sentimentales n'étaient tolérées que si elles restaient élégantes. Alexandre avait donc appris à travailler plus tard, à parler moins, à boire son café noir, à éviter certains couloirs de l'atelier, à ne plus passer devant la salle de création numéro 3. La salle où Camille Moreau avait dessiné ses premières silhouettes. Camille, même après 4 ans, son prénom avait encore le pouvoir de ralentir sa respiration. Il ne le prononçait jamais. Les autres non plus. À Maison Delcourt, Camille était devenue une erreur qu'on évoquait à demi-mot. L'affaire Moreau, le vol des croquis. La jeune créatrice partit trop vite. Certains disaient qu'elle avait disparu à Londres, d'autres qu'elle avait changé de nom. Quelques-uns, plus cruels, affirmaient qu'elle n'avait jamais eu le talent qu'on lui prêtait et que son départ avait seulement révélé sa faiblesse. Alexandre ne répondait jamais. C'était devenu son habitude la plus lâche, ne jamais répondre. La porte s'ouvrit. Paul Garnier, directeur juridique de la maison, entra avec un visage fermé. Le conseil est presque au complet. Alexandre ne se retourna pas tout de suite. Et les représentants du fond, ils arrivent. On sait enfin qui ils imposent. Paul hésita. Ce léger silence fit tourner Alexandre. Quoi ? Le nom n'a pas été communiqué officiellement. Seulement un profil, 30 ans, expérience internationale, succès récent à Milan et Copenhague, réputation forte auprès de la presse spécialisée. Alexandre serra le dossier dans sa main. Un profil créatif. Oui, pas un gestionnaire. Apparemment, le fonds estime que notre problème n'est pas seulement financier. Alexandre eut un rire sans joie. Tout le monde découvre cela maintenant. Paul ne répondit pas. La vérité était simple. Maison Delcourt ne mourait pas seulement par manque d'argent. Elle mourait parce qu'elle avait perdu sa voix. Les collections étaient techniquement parfaites, mais sans émotion. Les campagnes étaient luxueuses, mais sans désir. Les vêtements étaient beaux, mais ils ne racontaient plus rien. La maison vendait encore un nom, plus une vision. Et Alexandre savait, au fond de lui,
quand cette vision avait commencé à disparaître. 4 ans plus tôt, le jour où Camille était partie, il chassa cette pensée avant qu'elle ne devienne trop précise. La salle se remplit peu à peu. Isabelle Delcourt entra la première, comme toujours. La belle-mère d'Alexandre portait un tailleur ivoire, des bijoux discrets et cette expression douce qui avait trompé beaucoup de monde. Membre influente du conseil, veuve du fondateur actuel et gardienne autoproclamée de l'héritage Delcourt, Isabelle savait sourire comme une mère et frapper comme une stratège. Elle posa un baiser froid dans l'air près de la joue d'Alexandre. « Tu as mauvaise mine. Bonjour Isabelle. J'espère que tu ne vas pas te montrer trop rigide avec la personne envoyée par le fond. Je me montrerai réaliste. » Elle sourit. C'est souvent le mot que les hommes utilisent quand ils ont peur de perdre le contrôle. Alexandre ne répondit pas. Clara Vasseur arriva quelques minutes plus tard, élégante dans une robe bleu nuit. Fille d'un partenaire historique de la maison, styliste médiatique sans véritable génie mais avec d'excellentes relations, Clara avait longtemps été présentée comme la femme idéale pour Alexandre. Les journaux les avaient fiancés 3 fois sans qu'ils confirment jamais. Isabelle, elle, entretenait la rumeur avec patience. Clara s'assit près de lui. « Alexandre. » Il inclina la tête. « Clara. » Elle observa son visage. « Tu sais qui vient ? » ?»« Non. J'ai entendu dire que le fond voulait quelqu'un de très agressif. Une femme, apparemment. » Isabelle intervint doucement. « Une femme peut être ferme, sans être agressive, Clara. » Clara sourit. « Bien sûr, mais dans notre milieu, certaines femmes reviennent avec plus de rancune que de talent. » Alexandre tourna légèrement la tête vers elle. « Pourquoi dis-tu ça ? » ?»« Pour rien. » Mais son regard glissa vers Isabelle. Une seconde, trop rapide. Alexandre la remarqua. Avant qu'il puisse poser une question, la porte s'ouvrit de nouveau. Les représentants du fond entrèrent. 2 hommes en costume sombre, une femme portant une tablette, et derrière eux, le président du conseil, le visage nerveux. « Mesdames, Messieurs, » dit-il en prenant place, « merci d'être présents. Comme vous le savez, la situation exige des décisions rapides. Le Fonds Kerval a accepté de renforcer son soutien financier à Maison Delcourt, à condition qu'une nouvelle direction créative et stratégique soit mise en place immédiatement. » Un murmure traversa la salle. Isabelle resta parfaitement calme. Alexandre, lui, sentit une irritation froide monter. « Immédiatement ?» demanda-t-il. « Sans validation complète du Conseil ?» Le représentant du fonds répondit. Le Conseil a déjà validé le principe lors de la dernière réunion extraordinaire. Aujourd'hui, nous présentons la personne chargée de ce mandat. Et si nous refusons, l'homme ne sourit pas. Alors le fonds suspendra le second versement. Maison Delcourt n'a pas les liquidités nécessaires pour passer l'été. Le silence fut brutal. Personne ne contesta, parce que c'était vrai. Alexandre regarda les visages autour de la table. Des administrateurs qui, quelques mois plus tôt, parlaient encore de tradition et d'indépendance avec emphase, évitaient maintenant ses yeux. L'argent avait cette vertu cruelle. Il ramenait les grands discours à leur poids réel. Le président du conseil se racla la gorge. « Faites-la entrer. » La porte s'ouvrit et le temps s'arrêta. Camille Moreau entra dans la salle. Pendant une seconde, Alexandre crut à une hallucination née de la fatigue. Son esprit refusa ce que ses yeux voyaient. Une femme en tailleur blanc, cheveux attachés en un chignon bas, lèvres à peine maquillées, regard calme. Elle avançait avec une assurance tranquille, suivie d'une assistante et d'un homme portant plusieurs dossiers. Mais ce n'était pas seulement une femme. C'était Camille, sa Camille. Non, plus la sienne. Jamais plus la sienne. 4 ans s'écrasèrent dans la pièce. Alexandre revit d'un seul coup la jeune créatrice de 26 ans qui courait dans les couloirs avec des croquis sous le bras, les cheveux détachés, les yeux brillants d'idées. Il revit son rire dans l'atelier, ses doigts tachés de crayon, ses nuits blanches avant les présentations, la manière dont elle lui disait « Alex » lorsqu'elle oubliait qu'ils étaient au travail. Il revit aussi le dernier jour, la salle de création, les accusations, les croquis volés, les regards. Camille au centre de la pièce, pâle, tremblante, le suppliant silencieusement de la croire. Et lui, immobile, lui, muet. Camille posa son dossier sur la table. Son regard passa sur les administrateurs, sur Isabelle, sur Clara, puis s'arrêta enfin sur Alexandre. Aucune surprise, aucune larme, aucune douceur visible, seulement un calme si parfait qu'il en devenait violent.
Bonjour, dit-elle. Sa voix était la même. Non, plus basse, plus maîtrisée, moins offerte. Le président du conseil se leva. Permettez-moi de vous présenter Camille Moreau, nouvelle directrice créative exécutive et CEO par intérim de Maison Delcourt, mandatée par le fonds Kerval pour restructurer la maison et préparer la prochaine collection. Personne ne parla. Clara devint blanche. Isabelle, elle, ne bougea presque pas, mais Alexandre vit son sourire se figer. Camille s'assit au bout de la table. About, la place du pouvoir. Il y avait 4 ans. Elle n'avait même pas eu le droit de finir sa phrase dans cette salle. Aujourd'hui, tout le monde attendait qu'elle parle. Alexandre sentit sa gorge se serrer. Camille ouvrit son dossier. « Je sais que ma nomination peut surprendre certains d'entre vous. » Son regard effleura Isabelle. « Mais nous n'avons pas le luxe de perdre du temps avec les émotions de ceux qui confondent encore réputation et compétence. » Un silence dense suivit. Elle les continua. Maison Delcourt a perdu 32% de sa valeur de marque en 3 ans. Les ventes couture sont en baisse. Le prêt à portée de luxe ne séduit plus la clientèle de moins de 40 ans. Les ateliers historiques sont sous-utilisés. La ligne accessoire survit grâce à 3 modèles anciens. Et la dernière campagne internationale a coûté plus cher qu'elle n'a rapporté en visibilité qualifiée. Elle tourna une page. Votre problème n'est pas seulement financier. Votre problème est narratif. Vous avez cessé de raconter quelque chose. Alexandre ne pouvait pas détacher ses yeux d'elle. Elle parlait avec précision, autorité, distance. Chaque mot était professionnel, chaque silence contrôlé. Elle n'était pas venue trembler devant eux, elle n'était pas venue demander réparation, elle était venue prendre le contrôle. Un administrateur plus âgé intervint. Madame Moreau, avec tout le respect que je vous dois, certains ici se souviennent des circonstances de votre départ. La pièce devint encore plus froide. Alexandre sentit son corps se tendre. Camille leva les yeux vers l'homme. Moi aussi. 2 mots. Pas une justification, pas une défense. L'administrateur détourna légèrement le regard. Clara, plus nerveuse, dit avec un sourire artificiel « Vous comprendrez que votre retour peut soulever quelques inquiétudes. Maison Delcourt a besoin de stabilité, pas d'un règlement de compte. » Camille se tourna vers elle. « Madame Vasseur, si j'étais venu régler mes comptes, cette réunion aurait commencé avec des avocats, pas avec un plan de restructuration. » Clara, c'est tout. Isabelle prit la parole d'une voix douce. « Personne ne remet en cause vos compétences, Camille. » Camille sourit à peine. « C'est généreux de votre part. » Le ton était poli. La gifle, parfaite. Isabelle serra légèrement les doigts. Camille poursuivit. « Pendant les 4 prochaines semaines, chaque département sera audité. Les contrats créatifs seront réexaminés. Les projets redondants seront supprimés. Les ateliers seront réorganisés autour d'une nouvelle collection capsule qui sera présentée avant la Fashion Week de Paris. Son nom provisoire, les Cendres Blanches. À ce nom, Alexandre sentit quelque chose remuer en lui. Les Cendres Blanches. Cela lui ressemblait. À elle, à eux, à ce qui restait après l'incendie. Le représentant du fonds ajouta « Madame Moreau disposera d'une autorité complète sur les décisions créatives, budgétaires et opérationnelles nécessaires à l'exécution de ce mandat. » Alexandre releva les yeux. « Budgétaire ?» Camille le regarda enfin directement. « Oui, monsieur Delcourt. » Monsieur Delcourt, le nom l'atteignit comme une lame froide. « Cela signifie que vous travaillerez avec moi sur la réallocation des fonds. » Elle marqua une pause, puis ajouta « À partir d'aujourd'hui, vous travaillerez sous ma direction. » Personne ne respira. Alexandre resta immobile. Il aurait dû répondre comme directeur financier, discuter des limites du mandat, exiger des précisions juridiques, défendre son rôle. Mais tout ce qu'il entendait, c'était sa voix. Tout ce qu'il voyait, c'était la femme qu'il avait perdue, assise à la place du pouvoir, le regardant comme un dossier difficile mais nécessaire. « Camille, dit-il malgré lui. » Un frémissement traversa son visage, si rapide que lui seul aurait pu le voir. Puis son regard redevint froid. « Madame Moreau, au travail. » Clara baissa les yeux. Isabelle observa Alexandre avec une attention tranchante. Camille referma son dossier. La première réunion opérationnelle aura lieu à 14 heures avec les responsables de département. Monsieur Delcourt, je veux les rapports financiers détaillés des 6 dernières collections, les marges par ligne de produits et les coûts réels des campagnes internationales. Alexandre retrouva enfin sa voix professionnelle. Vous les aurez, aujourd'hui.
C'est beaucoup de données. Je sais lire vite. Il soutint son regard. Très bien. Parfait. La réunion se poursuivit encore 30 minutes. Camille répondit aux questions sans s'emporter, démonta 2 objections avec une précision chirurgicale, imposa 3 décisions qui auraient pris d'ordinaire des semaines de débats inutiles. Peu à peu, même les plus sceptiques comprirent qu'elle ne bluffait pas. Elle connaissait la maison, ses failles, ses chiffres, ses talents oubliés, ses mensonges aussi, être. Quand la réunion prit fin, les membres du conseil sortirent par petits groupes, encore sous le choc. Clara quitta la pièce rapidement, le visage fermé. Isabelle resta une seconde près de Camille. « Je dois reconnaître que vous avez gagné en assurance. » Camille rangea ses papiers. « J'ai perdu beaucoup de choses ici. Il fallait bien que quelque chose pousse sur les ruines. » Isabelle sourit. « Les ruines peuvent être instables. » Camille leva les yeux. « C'est pour cela qu'il faut parfois raser ce qui menace de tomber. » Isabelle ne répondit pas. Elle est partie. La salle est subida. Alexandre resta. Camille le savait. Elle ne leva pas immédiatement les yeux. Elle continua de ranger ses dossiers, trop calmement. Quand ils furent seuls, il parla. « Je ne savais pas. » Elle ne répondit pas. « Pour ta nomination. »« Je m'en doute. » Camille. Elle referma son dossier d'un geste net. « Non. » Il s'arrêta. Elle se leva. « Dans cette pièce, vous m'appelez Madame Moreau. » Et hors de cette pièce, elle le regarda. Le froid dans ses yeux n'était pas de l'indifférence. C'était une protection construite pierre après pierre pendant 4 ans. Hors de cette pièce, vous ne m'appelez pas. Il encaissa le coup. Je voulais te parler depuis longtemps. Elle eut un rire bref. Vraiment? Vous avez eu 4 ans. Je ne savais pas où tu étais. Vous saviez où j'étais le jour où vous avez choisi de ne rien dire. La phrase tomba entre eux, précise, irréversible. Alexandre pâlit. Je croyais que les preuves, bien sûr. Elle pencha légèrement la tête. C'est toujours plus confortable de croire les preuves quand elles permettent de ne pas croire une femme qui pleure devant vous. Il ferma les yeux 1 seconde. Je ne suis pas fier de ce jour-là. Vous avez eu beaucoup de temps pour ne pas être fier. Camille, laisse-moi au moins t'expliquer. Non. Elle contourna la table. Il fit un pas vers elle. Elle s'arrêta aussitôt. Ne faites pas ça. Il se figea. Faire quoi? Avancer comme si la distance entre nous était un détail que vous pouviez réduire parce que vous le décidez. Il recula lentement. Ce geste sembla la surprendre, pas assez pour l'adoucir. « Je ne veux pas te blesser, » dit-il. Cette fois, son visage changea. Une douleur ancienne remonta, violente, puis disparut sous le contrôle. « Vous l'avez déjà fait. » Le silence qui suivit fut presque insupportable. Alexandre parla plus basse. « Je pensais te protéger en ne parlant pas ce jour-là. » Camille le regarda comme si cette phrase était la plus cruelle de tout. Me protéger? Si je m'opposais au conseil sans preuve solide, Isabelle aurait... Non, sa voix claqua, pas forte, mais tranchante. Ne transformez pas votre silence en sacrifice. Il ne répondit pas. Elle s'approcha d'un pas. J'étais seul au milieu de cette salle. On m'accusait d'avoir volé les dessins qui portaient mon âme. Tout le monde me regardait comme une menteuse. Et vous, Alexandre, l'homme que j'aimais, l'homme qui connaissait mes nuits de travail, mes gestes, mes idées, vous étiez là. Sa voix trembla à peine. Vous étiez là. Et vous n'avez rien dit. Alexandre sentit chaque mot entrer en lui. Je sais. Non. Vous savez que vous avez gardé le silence. Vous ne savez pas ce que ce silence m'a coûté. Elle reprit sa mallette. J'ai une maison à sauver. Je n'ai pas de temps à perdre avec les fantômes. Elle se dirigea vers la porte. Il parla avant de réfléchir. Pourquoi es-tu revenu? Camille s'arrêta. Sa main resta posée sur la poignée. Pendant quelques secondes, elle ne répondit pas. Puis elle tourna légèrement la tête. Parce que Maison Delcourt m'a tout pris. Alexandre retint son souffle. Elle continua. Mon travail. Ma réputation. L'homme que j'aimais. La fille que j'étais. Elle ouvrit la porte. Il est temps qu'elle me rende quelque chose. Camille. Elle se retourna complètement. Dans ses yeux, il vit enfin autre chose que la froideur, une fatigue profonde, un chagrin parfaitement vivant malgré les années. Il y a 4 ans, vous aviez le droit de parler. Vous avez choisi de vous taire. Elle marqua une pause. Aujourd'hui, c'est moi qui décide quand je vous écoute. Puis elle partit. Alexandre resta seul dans la salle du conseil. La ville brillait derrière les vitres. Les dossiers financiers attendaient sur la table. Dans quelques heures, il devrait travailler sous les ordres de la femme qu'il avait aimée, perdue, trahie par faiblesse ou par peur, peu importe le mot. Il posa une main sur le dossier de son fauteuil. Dans cette même pièce,
4 ans plus tôt, Camille avait attendu qu'il choisisse sa vérité. Il avait choisi le silence. Aujourd'hui, elle revenait avec le pouvoir. Et lui, pour la première fois, comprit que la perdre n'avait pas été un événement du passé. C'était une condamnation qui commençait seulement à faire entendre sa sentence. Chapitre 2. 4 ans de silence. À 14 heures précises, Camille Moreau entra dans l'atelier principal de Maison Delcourt, comme si elle n'en avait jamais été chassée. La pièce avait changé. Les grandes tables blanches étaient toujours là, alignées sous les verrières. Les mannequins de couture se tenaient encore près des murs, drapés de toiles écrues, comme des corps muets en attente d'une âme. Les étagères débordaient de rouleaux de tissu, de boîtes d'échantillons, de croquis, de rubans, de carnets. Mais l'atmosphère n'était plus la même. Autrefois, cet atelier vibrait. On y entendait des rires, des disputes créatives, le bruit des ciseaux, le froissement des étoffes, les conversations passionnées sur une manche, une ligne, une couture invisible. Aujourd'hui, tout semblait plus propre, plus cher, plus mort. Camille s'arrêta au centre de la pièce. Les responsables de département l'attendaient déjà. Certains la reconnaissaient, d'autres faisaient semblant de ne pas savoir qui elle était. Les plus anciens détournaient les yeux, gênés par la mémoire. Les plus jeunes la regardaient avec curiosité, comme on observe une légende dont on n'a entendu que des versions contradictoires. Alexandre entra 2 minutes après elle, un dossier sous le bras. Camille ne se retourna pas immédiatement. Elle savait qu'il était là. Elle l'avait toujours su lorsqu'il entrait dans une pièce. C'était une habitude ancienne, un réflexe que 4 ans d'absence n'avaient pas totalement effacé. Son corps reconnaissait encore sa présence avant sa raison. Cela l'agaça. Elle avait passé des années à reconstruire chaque mur en elle, et il suffisait qu'Alexandre Delcourt traverse un atelier pour que quelque chose dans sa poitrine se rappelle la forme exacte de la douleur. Elle refusa de lui offrir ce pouvoir. « Nous allons être clairs », dit-elle en posant son dossier sur la table centrale. « Je ne suis pas ici pour décorer une crise. Je ne suis pas ici pour rassurer les journalistes avec une nomination féminine élégante. Je suis ici parce que Maison Delcourt est en train de mourir et que personne dans cette maison n'a eu le courage de nommer la maladie. » Personne ne parla. Camille ouvrit le dossier. La maladie, ce n'est pas la concurrence, ce n'est pas la baisse du marché du luxe, ce n'est pas la fatigue du consommateur. La maladie, c'est la peur. Vous avez peur de prendre des risques, peur de déplaire aux clientes historiques, peur de perdre les codes d'une maison qui, de toute façon, ne sait plus pourquoi elle les utilise. Un directeur textile se racla la gorge. « Madame Moreau, avec tout le respect commencera quand vous aurez lu les chiffres, coupa-t-elle sans hausser la voix. Elle fit signe à son assistante de distribuer les feuilles. Alexandre l'observait en silence. Camille parlait avec une autorité qu'il ne lui avait jamais connue, ou plutôt qu'il n'avait jamais voulu reconnaître. Il se souvenait d'elle à 26 ans, debout devant un tableau d'inspiration, défendant une coupe contre 3 supérieurs plus âgés qu'elle. Elle avait déjà cette flamme, cette précision, cette manière de voir avant les autres. Mais à l'époque, il avait aimé cette force comme on aime un feu près duquel on se réchauffe, sans comprendre qu'il fallait aussi le protéger du vent. Il n'avait pas protégé Camille. Et maintenant, elle brûlait loin de lui. Camille poursuivit la réunion pendant près de 2 heures. Elle démonta les collections passées avec une lucidité impitoyable, pas une cruauté gratuite, une vérité. Elle montra les silhouettes qui se répétaient, les campagnes qui copiaient de vieilles gloires, les tissus trop coûteux pour des pièces sans désir, ou les choix marketing qui parlaient à une clientèle déjà conquise mais incapable d'assurer l'avenir. Puis elle présenta son axe, les cendres blanches. Un silence étrange tomba lorsqu'elle afficha les premières images. Pas encore des vêtements, des fragments. Une manche structurée comme une armure fendue, une robe blanche dont les plis semblaient garder la trace d'une brûlure. Un manteau long presque monastique, ouvert sur une doublure rouge sombre, des croquis au fusain, des silhouettes qui parlaient de chute, de survivance, de renaissance. Alexandre sentit sa gorge se serrer. Il reconnut quelque chose, pas un dessin précis, une douleur. Camille avait transformé leur ruine en collection. Une jeune styliste murmura: « C'est magnifique !» Camille ne sourit pas. « Ce n'est pas encore magnifique. Pour l'instant, c'est sincère. Le magnifique viendra si nous travaillons assez pour ne pas trahir l'idée. » Alexandre baissa les yeux. Ne pas trahir. Le mot resta suspendu en lui.
À la fin de la réunion, les équipes sortirent plus lentement qu'elles n'étaient entrées. Certains semblaient stimulés, d'autres effrayés. Mais pour la première fois depuis longtemps, l'atelier ne semblait plus mort. Une tension nouvelle parcourait les tables, les murs, les carnets. Camille venait de réveiller quelque chose. Une inquiétude peut être, un espoir aussi. Alexandre resta près de la porte. Camille le vit, évidemment. Elle continua de rassembler ses documents. « Vous avez les rapports financiers ?» Il s'approcha. « Oui ?» Il posa un dossier épais sur la table. Camille l'ouvrit, parcourut rapidement les premières pages. Il manque les coûts détaillés des campagnes numériques en Asie. Je les ferai ajouter. Je les avais demandés pour aujourd'hui. Alexandre serra légèrement la mâchoire. Vous les aurez dans 1 heure. Camille leva les yeux. Parfait. Ce ton professionnel, propre, distant, le blessa plus que s'il avait été chargé de haine. Camille, dit-il doucement. Elle referma le dossier. Madame Moreau, nous ne pouvons pas continuer comme si nous étions 2 inconnus. C'est pourtant ce que vous avez très bien réussi à faire pendant 4 ans. Il encaissa. Je mérite cette phrase. Je ne vous l'ai pas offerte pour que vous la méritiez. Je l'ai dite parce qu'elle est vraie. Il resta silencieux quelques secondes. Je voudrais parler de ce qui s'est passé. Camille eut un rire bref. Maintenant, entre 2 tableaux de coups et une réunion de crise, je ne veux plus attendre. Elle le regarda. Cette fois, son calme se fissura légèrement. C'est intéressant. Quand moi je n'avais plus le temps d'attendre, vous avez trouvé le silence très confortable. Alexandre ferma les yeux 1 seconde. Je sais. Non, Alexandre, vous ne savez pas. Son prénom, dans sa bouche, le frappa. Pas tendre, pas froid non plus. Comme une porte qu'on ouvre seulement pour montrer ce qu'il y a derrière avant de la refermer. Camille prit son manteau posé sur une chaise. J'ai encore une visite d'atelier. Alors je viens. Elle s'arrêta. Pardon ? Je viens. Vous êtes ma supérieure maintenant. Vous avez demandé les chiffres. Je vous les apporterai. Vous voulez auditer les départements. J'y assisterai. Mais je ne fuirai plus les pièces où vous êtes. Elle le fixa longtemps. Vous appelez cela du courage ? Non. Trop tard pour cela. Alors quoi ? Une tentative de ne pas recommencer la même lâcheté. Le mot resta entre eux. Lâcheté. Camille détourna la tête la première. Très bien. Venez. Ils passèrent le reste de l'après-midi dans les ateliers. Coupe, broderie, archives, accessoires, studio photo. Camille posait des questions précises, écoutait les réponses, notait ce qui ne fonctionnait plus. Alexandre répondait lorsque les sujets financiers apparaissaient. À plusieurs reprises, leurs mains frôlèrent les mêmes dossiers, les mêmes étoffes, sans jamais vraiment se toucher. Chaque frôlement était une mémoire. Dans l'atelier des archives, Camille s'arrêta devant un grand meuble à tiroirs où étaient conservés les anciens croquis de Maison Delcourt. L'archiviste ouvrit plusieurs plateaux. Robe de 1968, manteau de 1984, ligne de la collection hiver 2001. Puis, par erreur, elle tira un plateau plus récent. Alexandra vit Camille ses filles. Il regarda. Des croquis de la collection d'il y a 4 ans. La collection qui avait détruit sa vie. Sur l'un des dessins apparaissait une silhouette qu'Alexandre connaissait trop bien. Une robe ivoire aux épaules asymétriques, traversée par une ligne noire, comme une blessure élégante. Le croquis avait été attribué à Clara Vasseur. Camille resta immobile. L'archiviste, mal à l'aise, voulut refermer le tiroir. « Laissez !» dit Camille. Sa voix était douce, trop douce. Alexandre regarda le dessin, puis elle. C'était le tien ? Camille eut un sourire vide. Vous posez la question 4 ans trop tard. Il sentit la phrase s'enfoncer. Je l'avais vu dans le dossier contre toi. Bien sûr, on m'a dit que tu l'avais copié. Camille effleura le papier du bout des doigts, sans le toucher vraiment. J'ai dessiné cette ligne un soir où tu m'attendais dans ton bureau. Tu te souviens ? Tu avais une réunion tardive avec les fournisseurs italiens. Je suis venu te voir après minuit. Tu avais enlevé ta cravate. Tu m'as dit que j'avais du fusain sur la joue. Alexandre devint pâle. Il se souvenait. Le bureau éclairé seulement par une lampe. Camille assise sur le tapis, adossée à son canapé, un carnet sur les genoux. Lui, relisant des contrats, incapable de ne pas la regarder toutes les 3 minutes. Elle avait levé la tête, agacée. « Arrête de me fixer, Alex. Je travaille. » Il avait répondu « Je te regarde travailler. C'est différent. » Elle avait ri, puis elle avait dessiné cette robe. Sous ses yeux, « Je me souviens, » murmura-t-il. Camille referma doucement le tiroir. « Moi aussi.
C'est ça le problème. L'archiviste s'éclipsa avec une discrétion paniquée. Ils se retrouvèrent seuls dans la salle des archives. Le silence sentait le papier ancien, le tissu protégé et les vérités enterrées. Alexandre parla d'une voix basse. « Camille, le jour où tout a éclaté, on m'a montré des fichiers datés, des accès à ton compte, des croquis trouvés dans ton dossier privé, des preuves que Clara avait enregistré ses modèles avant toi. Elle le regarda, et vous avez cru que j'avais volé le dessin que vous m'aviez vu créer. » Il ferma les yeux. La phrase était simple. Il n'y avait aucun moyen de l'adoucir. « Oui. » Camille hocha lentement la tête. « Voilà, je n'avais pas tous les éléments. Vous aviez moi. » Il rouvrit les yeux. Elle ne pleurait pas. C'était peu, être pire. Vous aviez mes mains, Alexandre, mes nuits blanches, mes carnets, mes idées. Vous aviez mes confidences, mon amour, mon visage devant vous. Vous aviez tout ce qu'il fallait pour douter. Il ne répondit pas. Camille continua, la voix plus basse. Mais Isabelle a parlé. Clara a pleuré. Le conseil s'est indigné et vous avez choisi le camp où les preuves étaient plus confortables que ma vérité. Il passa une main sur son visage. Je pensais qu'en me taisant, je pourrais limiter les dégâts. Camille le fixa. Pour qui? Il resta muet. Pour Maison Delcourt? Pour votre mère? Pour Clara? Pour vous? Parce que certainement pas pour moi. Isabelle menaçait de porter plainte. J'ai pensé que si je n'aggravais pas la situation, on pourrait trouver une solution discrète. Une solution discrète? Elle eut un rire brisé. J'ai été escorté hors de l'atelier par la sécurité devant mes collègues. Mon badge a été désactivé. Ma réputation a été détruite en 3 jours. Les maisons qui voulaient m'embaucher ont cessé de répondre à mes appels. J'ai dû quitter Paris parce que votre solution discrète avait fait de moi une voleuse. Alexandre sentit la honte monter, brûlant. Je ne savais pas que c'était allé aussi loin. Cette fois, les yeux de Camille brillèrent. Parce que vous n'avez pas regardé. Le silence tomba. Il n'avait aucune défense. Aucune. Camille se détourna pour respirer. « J'ai écrit, dit-elle. » Alexandre releva la tête. « Quoi? »« Je vous ai écrit. » Il se figea. « Quand ?»« Le soir même. Puis le lendemain matin, un long email. Je vous ai envoyé toutes mes notes, des photos de mes carnets, les premières versions datées du dessin, des messages où Clara me demandait des conseils techniques 2 semaines avant de prétendre que j'avais copié son travail. » Alexandre sentit son cœur ralentir. « Je n'ai jamais reçu cet email. » Camille se tourna vers lui. Dans son regard, il y eut une surprise froide. Puis quelque chose de plus douloureux. Une fatigue ancienne, comme si cette réponse arrivait trop tard pour la sauver, mais pas trop tard pour l'achever une 2e fois. « Évidemment. Camille, je te jure que n'ayures pas. Je ne l'ai jamais reçu. Alors pourquoi ne m'avez-vous pas appelé ?» Il resta silencieux. Pourquoi ne pas être venu chez moi? Pourquoi ne pas avoir demandé à me voir seul, loin du conseil, loin d'Isabelle, loin de Clara? Pourquoi ne pas avoir frappé à ma porte pour me dire « Explique-moi ». Les questions tombaient une à une. Il n'avait de réponse pour aucune. Camille s'approcha de lui. « Vous voulez savoir pourquoi je suis parti? Ce n'est pas parce que Maison Delcourt m'a chassé. Ce n'est même pas parce que Clara a volé mon travail. C'est parce que le lendemain, j'ai attendu. » Sa voix trembla. « J'ai attendu votre appel. J'ai attendu un message. J'ai attendu que l'homme qui me disait m'aimer soit au moins assez lâche pour venir me demander pardon ou assez courageux pour me demander la vérité. J'ai attendu toute la journée. » Alexandre ferma les yeux. « Et rien. » Elle sourit tristement. « Rien. » Il murmura. « J'ai voulu t'appeler. Mais vous ne l'avez pas fait. »« Non. » Pourquoi? La question resta suspendue. Il aurait pu dire qu'il était sous pression, que le conseil était en crise, qu'Isabelle lui avait montré des preuves supplémentaires, que Clara menaçait de porter l'affaire dans la presse, que son père était malade, que tout s'était enchaîné. Tout cela était vrai. Rien de cela n'était suffisant. « Parce que j'ai eu peur, dit-il enfin. » Camille le regarda. « De quoi? De découvrir que c'était vrai, ou de découvrir que c'était faux et que je t'avais déjà blessé. » Elle ne répondit pas. Alexandre continua, la voix rauque. « Alors j'ai fait ce que je savais faire. J'ai travaillé, j'ai contrôlé les conséquences, j'ai transformé ton départ en dossier. Et plus les jours passaient, plus revenir vers toi devenait impossible, parce que cela aurait voulu dire regarder ce que j'avais fait. » Camille ferma les yeux. Une larme glissa sur sa joue. Elle l'essuya aussitôt, presque avec colère. « Vous avez eu peur de votre culpabilité. Moi j'ai dû vivre avec ses conséquences. » Il baissa la tête.
Oui. Pour la première fois, il ne chercha pas à expliquer davantage. Camille sembla le remarquer, mais cela ne la consola pas. Dans le couloir, des voix approchèrent. Camille recula, reprit son masque professionnel en quelques secondes. Alexandre vit le changement avec une douleur étrange. Il avait connu la femme qui tremblait devant lui. Aujourd'hui, elle savait remettre son armure plus vite qu'un soldat. Une assistante apparut. Madame Moreau, la réunion avec l'équipe accessoire commence dans 5 minutes. Camille hocha la tête. J'arrive. L'assistante est partie. Camille se dirigea vers la sortie. Alexandre parla. Je vais retrouver cet email. Elle s'arrêta, mais ne se retourna pas. S'il a existé dans le système, je le retrouverai. Et ensuite, il ne répondit pas tout de suite. Elle se tourna vers lui. Vous pensez que si vous trouvez la preuve que je disais la vérité, tout changera? Non. Alors pourquoi? Parce que la vérité n'a pas cessé d'exister parce que je ne l'ai pas lue. Cette phrase la toucha malgré elle. Il le vit. Une fissure, minuscule, puis elle disparut. Faites ce que vous voulez, dit-elle. Mais ne transformez pas votre enquête en excuse pour me suivre partout avec vos regrets. Je ne veux pas te suivre avec mes regrets. Alors avec quoi? Il la regarda. Avec l'amour qu'il n'avait jamais réussi à tuer. Mais il n'avait pas le droit de dire cela. Pas encore. Alors il répondit. Avec ce que j'aurais dû te donner il y a 4 ans, ma confiance. Camille resta immobile. Puis, elle ouvrit la porte. Votre confiance arrive tard, monsieur Delcourt. Je sais. Elle baissa les yeux une seconde. Lorsqu'elle parla, sa voix était plus douce. Et c'était cela qui le détruisit. Je ne suis pas parti parce que je ne t'aimais plus. Alexandre sentit son cœur s'arrêter. Camille releva les yeux vers lui. Je suis parti parce que t'aimer m'avait détruite. Puis elle sortit. Alexandre resta seul au milieu des archives. Autour de lui, des décennies de création dormaient dans des tiroirs, soigneusement protégés de la lumière, de la poussière et du temps. Mais la seule chose qu'il voulait retrouver était un email disparu, une vérité effacée, une phrase que Camille lui avait envoyée quand elle croyait encore qu'il pouvait la sauver. Il sortit son téléphone et appela Paul Garnier. Je veux un audit complet des serveurs internes d'il y a 4 ans. Paul resta silencieux une seconde. À propos de quoi? Alexandre regarda le tiroir fermé où dormait le croquis volé. L'affaire Moreau. Alexandre, tout. Les accès administrateurs, les suppressions, les sauvegardes, les comptes d'Isabelle, de Clara, du mien. Je veux savoir si un email de Camille m'a été envoyé et qui l'a fait disparaître. Un silence plus lourd suivit, puis Paul répondit « Très bien ». Alexandre raccrocha. Il resta encore quelques secondes immobile. 4 ans plus tôt, Camille avait attendu son appel. Cette fois, il ne resterait pas silencieux, même si la vérité arrivait trop tard pour réparer. Même si elle ne servait qu'à confirmer qu'il avait perdu la femme qu'il aimait par sa propre lâcheté. Il irait jusqu'au bout. Parce que pour la première fois depuis 4 ans, Alexandre Delcourt comprenait que son silence n'avait jamais été une absence de choix. C'était le choix qui avait brisé Camille. Les preuves effacées, à 10 à 9 heures, la plupart des bureaux de Maison Delcourt s'étaient vidés. Mais Alexandre Delcourt resta dans la salle des serveurs, debout derrière Paul Garnier et un ancien ingénieur informatique que l'on avait rappelé en urgence. L'endroit n'avait rien du prestige habituel de la maison, pas de marbre, pas de tissu rare, pas de lumière étudiée, seulement des armoires métalliques, des câbles, des écrans, des disques de sauvegarde et le bourdonnement constant des machines. Ici, les secrets ne portaient pas de parfum. Ils avaient des dates, des accès, des journaux de connexion. Alexandre fixait l'écran. Depuis plusieurs heures, il fouillait dans les archives numériques d'il y a 4 ans. Les sauvegardes étaient anciennes, incomplètes, parfois corrompues. Certains fichiers avaient été supprimés, d'autres déplacés. À plusieurs reprises, Paul lui avait conseillé de rentrer et de reprendre le lendemain. Alexandre avait refusé. Il avait trop attendu autrefois. Il ne voulait plus perdre une seule heure. L'ancien ingénieur, un homme maigre nommé Renaud Leclerc, tapait lentement sur le clavier. Il avait travaillé pour Delcourt à l'époque de l'affaire Moreau, puis avait quitté l'entreprise quelques mois plus tard. Lorsqu'il était arrivé ce soir-là, il avait reconnu Alexandre, mais son regard avait immédiatement fui vers le sol. Ce détail n'avait pas échappé à Alexandre. « Vous vous souvenez de l'affaire Moreau » dit-il. Renaud ne se retourna pas. « Tout le monde s'en souvient. Ce n'est pas ce que je vous ai demandé. » L'homme s'immobilisa. Paul lança à Alexandre un regard prudent. Alexandre continua.
la voix basse. « Je vous demande si vous vous souvenez de quelque chose que vous n'avez jamais dit. » Le silence de la salle des serveurs devint plus lourd que le bruit des machines. Renaud inspira lentement. « À l'époque, je n'étais qu'administrateur junior. » Ce n'est toujours pas une réponse. « Oui, » admit enfin l'homme. « Je me souviens. » Alexandre sentit sa mâchoire se contracter. « Parlez. » Renaud tourna légèrement la tête vers Paul, puis revint à l'écran. Il y a eu une demande d'accès exceptionnelle au compte de messagerie de M. Delcourt, officiellement pour vérifier une faille de sécurité après les accusations contre Mademoiselle Moreau. « Demandé par qui ?» demanda Paul. Renaud hésita. Alexandre posa les deux mains sur le dossier de la chaise. « Par qui ?»« Madame Isabelle Delcourt. » Le nom tomba sans surprise réelle. Et pourtant, Alexandre sentit le froid lui traverser la poitrine. Isabelle, sa belle-mère, la femme qui, pendant 4 ans, lui avait répété que Camille avait détruit elle-même son avenir, la femme qui lui avait conseillé de ne pas rouvrir la blessure, la femme qui avait toujours parlé de Maison Delcourt comme d'une famille qu'il fallait protéger à tout prix. Elle avait le droit de demander cet accès ? Demanda Alexandre. Paul répondit à la place de Renaud, techniquement non, mais à l'époque, elle avait une influence considérable sur la direction interne. Renaud ajouta, plus bas, personne ne disait non à Madame Delcourt. Alexandre ferma les yeux 1 seconde. Personne ne disait non, pas même lui. Continuez. Renaud fit défiler les lignes de connexion. Le compte de Mademoiselle Moreau a envoyé un email à votre adresse personnelle interne le soir de son départ. 23h47. Alexandre ne bougea plus. Son cœur sembla s'arrêter. Il existait. Oui. Vous en êtes sûr? Renaud hocha la tête. Le journal d'envoi existe encore dans une sauvegarde secondaire. Paul se pencha vers l'écran. Peut-on récupérer le contenu? Peut être. L'email a été supprimé de la boîte de réception avant ouverture, puis supprimé de la corbeille. Mais il y a une trace dans le serveur miroir. Alexandre sentit une pression terrible dans sa gorge. Avant ouverture, Camille avait écrit. Il n'avait jamais lu. Et quelqu'un s'était assuré qu'il ne puisse jamais le faire. « Qui l'a supprimé ?» demanda-t-il. Renaud tapa quelques commandes. Les lignes défilèrent. Des identifiants apparurent, certains masqués, d'autres incomplets. Puis un accès administrateur se détacha. Renaud pâlit. Paul se pencha davantage. Alexandre lut le nom, Isabelle. D. Admin. La pièce sembla se refermer sur lui. Il revit Camille dans la salle de création, pâle, seule, accusée. Il revit Isabelle posant une main sur son bras en murmurant « Ne te laisse pas emporter par les sentiments, Alexandre, la maison passe avant tout. » Il revit Clara, en larmes, tenant les croquis prétendument volés. Il revit les regards, le silence, la sécurité qui escortait Camille vers l'ascenseur. Et pendant ce temps, quelque part dans le système, l'email de Camille attendait. Avant d'être effacé, « Récupérez-le », dit-il. Sa voix était presque méconnaissable. Renaud avala sa salive. « Je vais essayer. »« Non, vous allez réussir. » Pendant que Renaud travaillait, Alexandre sortit de la salle des serveurs. Il avait besoin d'air, mais les couloirs de Maison Delcourt ne lui en donnèrent pas. Tout ici portait désormais la trace de son erreur. Les murs blancs, les photographies de défilés, les vitrines de robes anciennes. Le parquet que Camille avait traversé une dernière fois, 4 ans plus tôt, peut être en espérant encore entendre son nom derrière elle. Il ne l'avait pas appelé, il avait laissé l'ascenseur se refermer. La honte monta en lui avec une telle violence qu'il dut s'appuyer contre le mur. Son téléphone vibra. Clara. Il ne répondit pas. Quelques secondes plus tard, un message apparut. « J'ai appris que tu fouillais dans les archives. Fais attention, Alexandre. Camille n'est pas revenue pour sauver la maison. Elle est revenue pour nous détruire. » Alexandre fixa le message, puis il répondit « De quoi as-tu peur, Clara ?» La réponse arriva presque aussitôt. « De la voir te manipuler encore. » Il resta un long moment devant l'écran. Encore. Ce mot était un réflexe de coupable. Il rangea son téléphone sans répondre. À l'étage supérieur, l'atelier principal était encore allumé. Alexandre s'y dirigea sans vraiment décider. Camille était là. Seule au milieu des tables, les manches retroussées, les cheveux légèrement défaits, un crayon coincé derrière l'oreille. Devant elle, plusieurs toiles étaient épinglées sur des bustes. Les cendres blanches prenaient forme dans la pénombre dorée des lampes d'atelier.
Elle ne l'entendit pas tout de suite. Ou peu être fit-elle semblant. Elle ajustait une pièce de tissu ivoire sur un mannequin, déplaçait une ligne, reculait, observait. Son visage n'avait plus la dureté de la directrice en réunion. Il y avait une concentration presque douloureuse dans ses gestes. Chaque pli semblait compter. Chaque couture semblait contenir un souvenir qu'elle refusait de dire. Alexandre resta à l'entrée. Il aurait pu la regarder ainsi pendant des heures. 4 ans plus tôt, il aimait ces moments. Camille créant dans une bulle d'intensité où le monde cessait d'exister. À l'époque, il croyait que son talent était une lumière qui lui appartenait un peu parce qu'elle l'aimait. Aujourd'hui, il comprenait que cette lumière ne lui avait jamais appartenu et qu'il avait contribué à l'éteindre pendant un temps. Camille parla sans se retourner. « Si vous êtes venu me dire que les chiffres ne seront pas prêts, choisissez une autre excuse. Celle-là est déjà trop banale. » Alexandre entra lentement. Renaud Leclerc est dans la salle des serveurs. Ses mains s'arrêtèrent. Elle ne se tourna pas encore. « Yeah, voice. » Il a trouvé une trace. Silence. De l'email. Cette fois, Camille ferma les yeux. Il vit le mouvement de ses épaules, très léger, mais suffisant pour montrer que, sous son armure, quelque chose venait de trembler. Il a été envoyé à 23h47, dit Alexandre. Elle posa lentement les épingles qu'elle tenait. Je me souviens de l'heure. Sa voix était basse. Je l'ai écrit assise par terre dans mon appartement. Je n'avais plus de bureau, plus de badge, plus de maison professionnelle. Alors j'ai écrit sur mon ordinateur, posé sur une caisse de vêtements. Alexandre ne dit rien. Camille continua, toujours dos à lui. Je me suis relu 3 fois. La première pour corriger les fautes, la deuxième pour retirer les phrases trop désespérées, la troisième pour supprimer « je t'aime » à la fin. Il sentit la douleur lui couper le souffle. « Tu l'avais écrit ?» Elle eut un sourire triste qu'il ne vit qu'à moitié. « Oui. » Pourquoi l'avoir supprimé? Parce que j'avais peur que vous pensiez que j'utilisais l'amour pour me défendre. Alexandre baissa les yeux. J'aurais dû le savoir sans que tu l'écrives. Oui. La simplicité de sa réponse le frappa plus fort qu'un reproche. Elle se tourna enfin vers lui. Qui l'a supprimé? Il aurait voulu avoir un autre nom à donner. N'importe quel autre. Isabelle. Camille ne sembla pas surprise. Et c'était presque pire. Elle baissa les yeux, comme si la confirmation achevait une vérité qu'elle portait déjà en elle. Bien sûr, je suis désolé. Ne dites pas cela maintenant. Pourquoi? Elle releva les yeux vers lui. Parce que si vous dites « je suis désolé » chaque fois qu'une preuve apparaît, vous allez finir par croire que votre regret travaille à votre place. Il encaissa. Elle avait raison. Encore. Que puis-je faire? Demanda-t-il. Camille regarda les mannequins autour d'elle. Pour moi, rien ce soir. Camille, pour la maison, vous pouvez me laisser travailler. Elle reprit une épingle. La conversation aurait pu s'arrêter là. Mais Alexandre regarda la toile ivoire sur le mannequin. Cette pièce, dit-il, elle vient de la robe volée. Camille se figea. Pas volée, corrigea-t-elle. Enterrée. Il s'approcha de quelques pas, en restant à distance. La ligne noire sur l'épaule. Elle était déjà là. Elle est différente. Oui. À l'époque, c'était une blessure cachée. Aujourd'hui, elle traverse la robe. Alexandre regarda le tissu. Pourquoi les cendres blanches? Camille resta silencieuse un moment. Puis elle répondit. Parce que le blanc est censé être pur. Dans cette maison, on l'utilisait toujours pour parler d'élégance, de silence, de perfection. Mais moi, après mon départ, je ne voyais que du blanc brûlé, des murs d'hôpital, des pages de contrats annulés, des emails sans réponse, des appartements vides, des croquis que je n'arrivais plus à terminer. Sa voix se fit plus basse. Les cendres blanches, c'est ce qu'il reste quand quelque chose a tellement brûlé qu'on croit qu'il n'y a plus rien. Mais si on regarde bien, il reste une forme, une trace, une preuve que le feu a existé. Alexandre sentit sa gorge se serrer. Notre histoire. Camille le regarda. Mon histoire. La correction était douce, mais nécessaire. Il hocha lentement la tête. Oui, ton histoire. Cette acceptation sembla la toucher malgré elle. Elle détourna les yeux vers le mannequin. Je ne veux pas que cette collection soit une vengeance. Ce n'en est pas une. Qu'est-ce que vous en savez? Parce qu'une vengeance aurait besoin de nous détruire, celle-ci essaie de faire revivre quelque chose. Camille resta immobile. Pendant une seconde, ils furent de nouveau proches. Pas physiquement, mais dans cet espace dangereux où 2 personnes qui se sont aimées reconnaissent encore la langue secrète de l'autre. Puis son téléphone vibra. Elle regarda l'écran.
Son visage se durcit. Clara demande une réunion informelle avec plusieurs membres du conseil demain matin. Alexandre comprit immédiatement. Pour te contester, évidemment. Elle a peur. Camille rangea son téléphone. Non. Elle calcule. Je vais parler au conseil. Pas sans preuve. Nous aurons l'email. Peut être. Camille. Elle le regarda froidement. Je ne veux pas être sauvé par une déclaration trop tardive qui s'effondre à la première objection. Il sait tout. Si vous voulez vraiment faire quelque chose, monsieur Delcourt, trouvez la vérité entière, pas seulement celle qui soulage votre conscience. Il hocha la tête. D'accord. Il allait sortir lorsqu'elle parla de nouveau. Alexandre. Son prénom, cette fois, n'était pas une arme. Il se retourna. Elle le regardait avec fatigue. Si vous trouvez cet email, ne me le lisez pas comme une preuve. Je sais ce que j'ai écrit. Je n'ai pas besoin d'entendre ma douleur devenir un document. Il sentit la phrase entrer profondément en lui. Je comprends. Non, pas encore. Elle reprit son travail, mais essayez. Il sortit sans ajouter un mot. À 23 heures, Renaud Leclerc réussit à récupérer une partie du contenu. L'email n'était pas complet. Certaines pièces jointes étaient endommagées, mais le corps du message apparut, fragmenté, avec des lignes manquantes, des caractères perdus, des morceaux de phrases comme des ossements remontés d'une terre ancienne. Alexandre resta debout derrière l'écran. Paul, à côté de lui, ne parla pas. Renaud fit défiler doucement. « Alexandre, je ne sais pas si tu liras ce message. Je ne sais même pas si tu veux encore entendre ma voix après ce qu'ils ont dit aujourd'hui. Mais je ne peux pas partir sans te laisser la vérité quelque part. Je n'ai pas volé ces dessins. Tu m'as vu créer cette robe. Tu étais là, Alex. Tu te souviens forcément. La ligne noire, l'épaule, l'idée de la blessure élégante, c'était nous, ce soir-là, dans ton bureau, quand tu m'as dit que la beauté pouvait parfois être une cicatrice qu'on choisit de montrer. Clara savait. Elle a vu mes carnets. Elle m'a demandé des conseils sur la structure. Je t'envoie les photos datées. Je t'envoie les captures. Je t'envoie tout ce que j'ai. Parce qu'il ne me reste presque plus rien d'autre que ma parole. Mais si ma parole n'a plus de valeur pour toi, alors je ne sais pas ce que nous étions. Je ne te demande pas de me sauver par amour, je te demande de me croire par justice. Alexandre, si tu m'aimes encore, crois-moi cette fois. La dernière phrase resta affichée sur l'écran. Alexandre ne bougea plus. Il avait l'impression que l'air avait quitté la pièce. Si tu m'aimes encore, crois-moi cette fois. Elle avait écrit cela. Elle l'avait envoyé, elle avait attendu, et lui, ce soir-là, avait laissé son téléphone sur son bureau, trop lâche pour appeler, trop fier pour douter, trop effrayé pour affronter une vérité qui aurait exigé de lui une rupture avec sa propre famille. Paul murmura « Alexandre ». Il ne répondit pas, il relut encore, et encore. À chaque lecture, la phrase devenait plus lourde. « Si tu m'aimes encore, crois-moi cette fois ». Il l'avait aimé, c'était cela. Le pire, il l'avait aimé, mais pas assez courageusement, pas assez justement, pas assez pour choisir sa voix contre le bruit organisé des autres. Son téléphone vibra, un message de Clara. Le conseil doit savoir que Camille est dangereuse. Demain, je dirai ce que je sais. Alexandre regarda l'écran de son téléphone, puis l'email retrouvé. Pendant 4 ans, les autres avaient parlé à la place de Camille. Demain, il ne les laisserait plus faire. Paul, dit-il d'une voix calme. Le directeur juridique se redressa. Préparez un dossier complet pour le conseil. Journaux de connexion, accès administrateurs, preuves de suppression, emails restaurés, pièces jointes récupérables. Et convoquez Isabelle. Paul hésita. Vous êtes sûr? Alexandre tourna vers lui un regard que personne n'avait vu depuis longtemps. Ma foi, résolu. Oui. Renaud se leva lentement. Monsieur Delcourt, je dois vous dire autre chose. Alexandre le regarda. L'homme semblait terrifié. À l'époque, après la suppression de l'email, Madame Isabelle m'a demandé de créer une archive modifiée des accès aux croquis. Je ne savais pas tout, mais j'ai compris plus tard que cela servait à faire croire que Mademoiselle Moreau avait téléchargé les fichiers de Clara. Paul devint livide. Alexandre parla très doucement. Vous avez participé à fabriquer les preuves contre elle. Renaud baissa la tête. Oui. Le silence fut terrible. Pourquoi parler maintenant? L'homme avala difficilement. Parce que j'ai vu son nom dans les journaux aujourd'hui, parce qu'elle est revenue, parce que je n'ai pas dormi correctement depuis 4 ans.
Alexandre les fixa. Elle non plus n'a probablement pas dormi correctement pendant longtemps. Renaud ferma les yeux. « Je témoignerai. »« Oui, dit Alexandre. Vous témoignerez. » Il sortit de la salle des serveurs avec une copie du dossier restauré. Il aurait voulu courir vers Camille, lui dire qu'il avait trouvé, lui dire qu'elle avait raison, lui dire qu'il était désolé, encore, même si elle lui avait interdit de laisser le regret travailler à sa place. Mais il s'arrêta devant l'atelier. La lumière était toujours allumée. À travers la vitre, il la vit endormie sur une table, la tête posée près d'un carnet ouvert, entouré de tissus blancs, de croquis et d'épingles. Elle avait travaillé jusqu'à épuisement, comme autrefois. Sa main reposait sur une silhouette inachevée. Dans le silence, elle paraissait plus jeune, plus vulnérable, presque celle qu'il avait laissée partir. Alexandre posa la main sur la poignée, puis il la retira. Il n'avait pas le droit de réveiller sa paix, même pour lui apporter la vérité. Il entra seulement assez doucement pour déposer son manteau sur ses épaules. Camille bougea légèrement, mais ne se réveilla pas. Alexandre resta une seconde près d'elle. Sur le carnet ouvert, une phrase était écrite au crayon. « Ce qui renaît des cendres ne revient jamais identique. » Il regarda cette phrase longtemps, puis il quitta l'atelier sans bruit. Demain, le conseil se réunirait. Clara attaquerait. Isabelle mentirait peu. Être encore. La presse finirait par sentir l'odeur du scandale. Mais cette fois, Alexandre ne resterait pas au fond de la pièce, avec son silence propre et ses mains inutiles. Cette fois, lorsque Camille serait accusée, il parlerait. Même si cela arrivait 4 ans trop tard. Même si parler ne suffisait pas à la ramener. Même si sa vérité, enfin défendue, devait devenir la preuve définitive qu'il l'avait perdue par sa propre lâcheté. Cette fois, il choisirait sa voie. Il choisit enfin sa vérité. Le lendemain matin, Maison Delcourt se réveilla avec une odeur de scandale. À 8 heures, les premiers articles apparurent sur les sites spécialisés. À 8h15, les titres circulaient déjà dans les groupes privés de l'industrie. À 8h30, les journalistes appelaient le Standard sans interruption. Le retour controversé de Camille Moreau chez Delcourt. Une créatrice accusée autrefois de plagiat reprend la direction de la maison. Sauvetage ou vengeance? Le pari risqué de Maison Delcourt. Camille lut les titres dans la voiture qui la menait à la défense. Elle ne réagit pas tout de suite. Son téléphone vibrait sans cesse. Son assistante lui envoyait des captures d'écran. Les responsables communication demandaient des instructions. Plusieurs membres de l'équipe créative paniquaient déjà. Les vieux fantômes avaient une vitesse étonnante lorsqu'on leur offrait une connexion Internet. Camille ferma l'écran. Elle regarda Paris défiler derrière la vitre. 4 ans plus tôt, elle avait quitté cette ville dans un train de nuit avec 2 valises et une réputation détruite. Personne n'avait publié d'article pour raconter sa version. Personne n'avait demandé comment une jeune créatrice avait pu être condamnée sans vraie enquête. Personne n'avait trouvé étrange qu'une collection entière porte ensuite les traces de son travail. Aujourd'hui, son nom revenait dans les journaux, pas comme une vérité, comme une suspicion. Elle inspira lentement. Elle s'était préparée à cela, bien sûr. On ne revient pas dans une maison qui vous a brûlé sans sentir à nouveau l'odeur de la fumée. Mais savoir qu'une attaque va venir ne la rend pas moins violente lorsqu'elle frappe exactement là où la peau n'a jamais totalement guéri. Son chauffeur s'arrêta devant l'entrée privée. Camille descendit. Une petite foule de journalistes attendait déjà devant les portes principales. Les flashs partirent dès qu'ils la reconnurent. « Madame Moreau, est-il vrai que vous avez été renvoyée pour plagiat il y a 4 ans? Votre nomination est-elle une revanche personnelle? Alexandre Delcourt soutient-il votre retour ?» Cette dernière question la traversa plus profondément que les autres. Alexandre. La veille au soir, elle s'était réveillée dans l'atelier avec son manteau sur les épaules. Elle avait immédiatement compris. Il était passé. Il avait vu son carnet. Peu être ses croquis. Peu être la fatigue qu'elle aurait voulu cacher. Il n'avait pas essayé de la réveiller. Il n'avait pas utilisé ce moment pour parler, pour s'excuser, pour forcer une intimité que le passé ne lui donnait plus le droit de réclamer. Il avait simplement posé son manteau. Ce geste l'avait troublée plus qu'elle ne voulait l'admettre. Camille passa devant les journalistes sans répondre. À l'intérieur, l'atmosphère était tendue. Les employés baissaient les yeux sur son passage. Certains avec gêne, d'autres avec peur, quelques-uns avec une curiosité presque hostile. Elle sentit les murmures derrière les portes vitrées. Elle connaissait cette sensation, être regardée non comme une personne,
mais comme une histoire que d'autres ont déjà écrite. Son assistante, Nora, la rejoignit dans l'ascenseur. Le conseil a avancé la réunion à 9h30. Camille regarda les chiffres lumineux monter. À la demande de qui? Madame Isabelle Delcourt et Clara Vasseur. Évidemment. Nora hésita. Ils veulent discuter de votre maintien au poste. Camille sourit légèrement. Après 24 heures, ils sont plus rapides pour exclure une femme que pour sauver une entreprise. Nora ne sut pas quoi répondre. L'ascenseur s'ouvrit. Camille se dirigea vers son bureau provisoire. Sur son bureau, un dossier attendait déjà. Pas le sien. Une note interne du département communication, une revue de presse, des propositions de réponses prudentes. Elle les feuilleta sans vraiment les lire. Une phrase revenait partout. Il serait stratégique de prendre de la distance avec le passé. Camille referma le dossier. Le passé, tout le monde voulait qu'elle prenne de la distance avec le passé. C'était pratique, la distance pour ceux qui avaient construit leur confort sur le silence des autres. La porte s'ouvrit sans qu'on frappe. Clara Vasseur entra. Parfaite, comme toujours. Tailleur bleu pâle, cheveux blonds attachés, maquillage discret, expression faussement préoccupée. Elle portait le visage d'une femme qui venait offrir de la compassion avec un poignard caché dans la manche. Camille leva les yeux. Madame Moreau. Clara sourit. Nous allons vraiment jouer à ça? Oui. Très bien, Madame Moreau. Clara avança de quelques pas. Je voulais vous parler avant la réunion. Pour m'avertir ou pour m'intimider? Le sourire de Clara se durcit. Pour vous éviter une humiliation. Camille s'adossa à son fauteuil. Quelle délicatesse! Le conseil est inquiet, la presse aussi. Votre présence ici ravive des souvenirs difficiles. Pour qui? Clara ne répondit pas immédiatement. Camille pencha légèrement la tête. Pour moi, Clara, ils n'ont jamais cessé d'exister. Un éclair de nervosité traversa les yeux de Clara. Puis elle reprit. Vous savez très bien que votre réputation est fragile. Même si le fonds vous soutient, Maison Delcourt ne peut pas se permettre un scandale. Pas maintenant. Et vous proposez quoi? Une sortie élégante. Camille eut un rire froid. Vous avez tous la même obsession pour les sorties élégantes. Il y a 4 ans, on m'a fait sortir par la sécurité. C'était moins élégant. Clara serra la mâchoire. Vous n'êtes pas en position de plaisanter. Je ne plaisante pas. Camille se leva lentement. Dites-moi plutôt ce que vous craignez. Je ne crains rien. Alors pourquoi êtes-vous venu avant la réunion? Clara se rapprocha, la voix plus basse. Parce que Alexandre commence à perdre la tête dès qu'il s'agit de vous. Le cœur de Camille se contracta malgré elle. Elle ne le montra pas. Clara continua. Vous croyez peu être que votre retour va réécrire l'histoire. Mais il y a des choses que même une belle mise en scène ne peut pas effacer. Vous avez été accusé. Les preuves existaient. Et Alexandre ne vous a pas défendu parce qu'au fond, il savait. Camille la regarda longtemps. Vous avez peur de l'email. Clara devint blanche. Une seconde, une seule. Mais Camille la vit. Quel email? Demanda Clara. Camille sourit à peine. Merci. Je n'étais pas certaine avant d'entrer dans cette pièce. Clara recula intérieurement, même si son corps resta droit. Vous bluffez. Peut être. La porte s'ouvrit. Alexandre entra. Clara se retourna brusquement. Il portait le même costume sombre que la veille, mais son visage avait changé. Il semblait fatigué, oui, presque brisé, mais ses yeux n'avaient plus cette hésitation ancienne. Il tenait un dossier noir dans sa main. Camille comprit avant qu'il parle. Il avait trouvé. Clara aussi le comprit. Alexandre, dit-elle rapidement, Camille et moi étions simplement en train de... Mentir? Demanda-t-il. Le mot tomba calmement. Clara resta figée. Camille, elle, ne bougea pas. Son cœur battait trop fort, mais son visage demeura fermé. Alexandre regarda Clara. Je te conseille de ne rien dire pendant la réunion que tu ne sois prête à répéter devant des avocats. Clara pâlit. Tu me menaces? Non. Je te préviens. C'est plus que ce que tu as fait pour Camille il y a 4 ans. Le silence fut tranchant. Clara regarda Camille avec une haine froide, puis sortit sans ajouter un mot. La porte se referma. Alexandre et Camille restèrent seuls. Il ne s'approcha pas. Il avait appris. Camille fixa le dossier noir. Vous l'avez retrouvé? Oui. Sa voix était basse, pas entièrement, mais assez. Elle ferma les yeux une seconde. Même lorsqu'une vérité vous appartient, la voir revenir sous forme de preuve a quelque chose de violent. Camille avait vécu 4 ans
en sachant qu'elle était innocente. Mais le monde ne se contente pas toujours de ce qu'une femme sait d'elle-même. Le monde demande des fichiers, des dates, des témoins, des traces, comme si la douleur ne devenait réelle qu'une fois imprimée. « Qui ?» demanda-t-elle. Isabelle a supprimé l'email. Renaud Leclerc a aidé à modifier les archives d'accès. Clara a utilisé tes dessins, tes conseils, tes carnets. Camille rouvrit les yeux. Elle ne sembla pas surprise. Alexandre sentit cette absence de surprise comme une accusation supplémentaire. « Tu savais ? Je n'avais pas de preuves. » « Mais oui, je savais. Pourquoi ne pas avoir essayé de... » Il s'arrêta. La question était stupide, cruelle. Pourquoi ne pas avoir essayé? Elle avait essayé. Elle lui avait écrit. Camille le regarda sans colère apparente. « Vous voyez ? Même maintenant, votre premier réflexe est de chercher à comprendre pourquoi je n'ai pas mieux survécu à ce qu'on m'a fait. » Alexandre baissa les yeux. « Pardon. Ne vous excusez pas ici. Pas maintenant. Il y aura assez de théâtre dans la salle du conseil. » Il hocha la tête. « Je vais parler. » Elle serait dit. « Alexandre, je vais parler. Pas pour moi. » Il releva les yeux. « Non. » Elle le fixa, méfiante. « Alors pourquoi ? Parce que j'aurais dû le faire il y a 4 ans. Parce que ta vérité ne devrait pas dépendre de ta capacité à rester forte devant ceux qui t'ont détruite. Parce que j'ai participé à ton effacement en me taisant. » Sa voix se brisa presque, mais il se reprit. « Et parce que je ne veux plus être l'homme qui regarde les autres écrire l'histoire à ta place. » Camille resta silencieuse. Pendant une seconde, quelque chose en elle vacilla. Puis elle prit son dossier de travail. Très bien. Elle passa devant lui. À la porte, il parla doucement. « Camille. » Elle s'arrêta. « Je ne te demande rien. » Elle ne se retourna pas. « Pas ton pardon. Pas ta confiance. Pas même de me regarder autrement après aujourd'hui. Il inspire. Je veux seulement que, cette fois, quand ils prononceront ton nom, tu ne sois pas seul. » Les doigts de Camille se serrèrent sur son dossier. Elle ne répondit pas, mais elle ne lui demanda pas non plus de se taire. À 9h30, la salle du conseil était pleine, plus pleine encore que la veille. Les administrateurs étaient tous présents, les représentants du fonds aussi. Isabelle Delcourt siégeait à sa place avec un calme impressionnant. Clara était près d'elle, plus pâle qu'à l'ordinaire. Paul Garnier se tenait debout près du mur, un dossier juridique dans les mains. À travers les vitres, on apercevait des silhouettes de journalistes dans le hall inférieur. Le président du conseil ouvrit la séance d'une voix tendue. « Nous sommes réunis pour discuter de la situation médiatique créée par la nomination de Madame Moreau et des risques d'image pour Maison Delcourt. » Camille, assise au bout de la table, ne dit rien. Isabelle prit la parole. « Permettez-moi d'abord de préciser que personne ici ne conteste les compétences actuelles de Camille. » Camille sourit intérieurement. Quand une phrase commence ainsi, la condamnation arrive toujours après le compliment. Isabelle continua. « Cependant, notre maison repose sur la confiance. Or, le passé de Madame Moreau avec Delcourt soulève une difficulté réelle. Nous ne pouvons pas ignorer que son départ, il y a 4 ans, s'est fait dans des circonstances graves. » Alexandre sentit ses mains se serrer. Clara ajouta avec douceur. « Il ne s'agit pas de rouvrir une blessure. Mais la presse le fera, que nous le voulions ou non. Une maison de luxe ne peut pas être dirigée par une personne associée à une affaire de plagiat, même ancienne. » Un administrateur hocha la tête. « Le problème est l'image. » Camille leva enfin les yeux. « L'image de qui ?» L'homme hésita. « De la maison. Ou de ceux qui ont construit cette image sur un mensonge ?» Un silence passa. Isabelle soupira. « Camille, je comprends que cette situation soit émotionnelle pour vous. Ne faites pas cela. Quoi donc ? Utilisez le mot émotionnel pour rendre ma vérité moins sérieuse. » Isabelle se tut une fraction de seconde. Clara reprit. « La vérité, justement. Les preuves de l'époque ont été examinées. » Alexandre parla pour la première fois. « Non. » Tous les regards se tournèrent vers lui. Clara se figea. Isabelle tourna lentement la tête. « Alexandre. » Il posa le dossier noir sur la table. Les preuves de l'époque ont été fabriquées. Le choc fut immédiat. Le président du conseil se redressa. « C'est une accusation grave. » « Oui. » Alexandre ouvrit le dossier. « Et elle est documentée. » Clara devint livide. Isabelle resta immobile, mais ses yeux changèrent. Alexandre se leva. Camille, malgré elle, le regarda. 4 ans plus tôt, il était resté assis. Ce matin, il se tenait debout. « Il y a 4 ans, commença-t-il. Camille Moreau a été accusée d'avoir volé des croquis appartenant à Clara Vasseur. Les fichiers présentés au conseil
indiquait que Camille avait accédé aux dessins de Clara et les avait copiés avant de les intégrer à ses propres propositions. Il tourna une page. Ces fichiers étaient faux. Un murmure parcourut la table. Paul Garnier distribua des copies. Alexandre continua. Les journaux de connexion restaurés montrent une intervention administrateur sur les comptes de Camille Moreau et sur mon propre compte de messagerie interne. Un email envoyé par Camille le soir de son renvoi a été supprimé avant ouverture. Le président fronça les sourcils. Supprimé par qui? Alexandre regarda Isabelle. Par un accès administrateur lié à Isabelle Delcourt. La salle se glaça. Isabelle ne bougea pas. Clara baissa les yeux. Alexandre poursuivit. Cet email contenait des éléments démontrant que les dessins prétendument volés étaient en réalité ceux de Camille. Des photos datées de ses carnets, des échanges avec Clara Vasseur, des preuves de conception antérieure. Un administrateur demanda « Le contenu a été récupéré ?» Partiellement. Alexandre prit une feuille. Il hésita une seconde. Il se souvenait de ce que Camille lui avait dit. Ne me le lisez pas comme une preuve. Alors il ne lut pas la douleur. Il lut seulement la vérité. L'email contient des captures datées, des références de fichiers et plusieurs lignes confirmant que la silhouette attribuée à Clara Vasseur avait été créée par Camille Moreau en ma présence. Il posa la feuille. Je confirme personnellement ce point. Clara releva brusquement la tête. Tu ne peux pas confirmer une chose après 4 ans uniquement parce que tu veux la défendre maintenant. Alexandre la regarda. Je me souviens de la nuit où elle a dessiné cette robe. Le silence devint encore plus dense. Je m'en souvenais déjà, il y a 4 ans. J'ai choisi de ne pas faire confiance à ce souvenir. C'est ma faute. Camille sentit son cœur se serrer. Pas parce que la phrase effaçait ce qui s'était passé, mais parce qu'elle l'entendait enfin, devant eux. Devant tous, Alexandre se tourna vers l'ensemble du conseil. J'ai commis une faute morale et professionnelle. J'ai laissé Camille être accusée sans exiger une enquête indépendante. J'ai permis que son badge soit désactivé, que sa réputation soit détruite, que sa parole soit traitée comme moins importante que des fichiers présentés par des personnes influentes. Isabelle parla froidement. « Alexandre, tu ne mesures pas ce que tu fais. » Il la regarda. Pour la première fois depuis 4 ans. Si, elle pâlit. Tu vas détruire la maison. Non. La maison a commencé à se détruire le jour où elle a préféré un mensonge confortable à une créatrice honnête. Clara se leva brusquement. C'est ridicule. Camille t'a toujours manipulé. Tu étais amoureux d'elle, tu l'es encore, et maintenant tu utilises ta culpabilité pour réécrire les faits. Alexandre ne répondit pas immédiatement. Puis il sortit une autre feuille du dossier. Renaud Leclerc témoignera que les archives d'accès ont été modifiées à la demande d'Isabelle Delcourt. Il confirmera également que Clara Vasseur a bénéficié de cette falsification pour faire enregistrer sous son nom une partie des créations de Camille. Clara chancelle. Il ment. Paul Garnier intervint. Son témoignage est accompagné de traces techniques et d'échanges internes sauvegardés. Isabelle ferma les yeux. Le conseil comprit. Les murmures devinrent plus forts. Le président, très pâle, regarda Clara. Madame Vasseur, Clara ouvrit la bouche. Aucun mensonge ne sortit assez vite. Camille la regardait, non avec triomphe, avec une lassitude profonde. Clara finit par dire. Elle allait tout prendre. La phrase, presque chuchotée, fut entendue par tous. Isabelle tourna brusquement la tête vers elle. Clara, les yeux brillants de panique, continua. Tout le monde ne parlait que d'elle, de son talent, de sa fraîcheur, de son avenir. Alexandre la regardait comme si elle était la seule personne vivante dans cette maison. Sa voix se brisa de rage. Et moi, j'avais travaillé pendant des années. J'avais le nom, les contacts, la place. Mais dès qu'elle entrait dans une pièce, tout devenait à elle. Camille murmura. Alors vous avez volé ce que vous ne pouviez pas créer. Clara la fixa. Vous n'auriez jamais dû revenir. Je n'aurais jamais dû partir. La phrase tomba, calme, définitive. Isabelle tenta de reprendre le contrôle. Clara a peu, être commis des erreurs, mais la responsabilité, Alexandre la coupa. Vous avez supprimé l'email pour protéger la maison. Non, pour protéger votre mensonge. J'ai protégé l'héritage de ton père.
Alexandre la regarda avec une tristesse froide. Mon père aurait eu honte de voir son nom utilisé pour détruire une femme innocente. Isabelle blêmit comme si la phrase l'avait frappée physiquement. Le président du conseil se leva. Cette séance est suspendue. Madame Delcourt, Madame Vasseur, vous êtes temporairement écartées de toute fonction et de tout accès aux dossiers internes, dans l'attente d'une enquête indépendante. Clara s'effondra sur son fauteuil. Isabelle resta droite. Toujours droite, mais vaincue. Camille, elle, ne bougea pas. Après 4 ans, la vérité était enfin sortie. Et pourtant, elle ne ressentit pas la joie qu'elle avait imaginée. Elle sentit un vide, un immense vide, comme si la femme de 26 ans qui avait attendu cette justice n'était plus tout à fait là pour la recevoir. Les membres du conseil quittèrent la salle dans un désordre silencieux. Les représentants du fond parlèrent avec Paul. Clara sortit en larmes, escortée par un assistant juridique. Isabelle passa près d'Alexandre sans le regarder. Avant de franchir la porte, elle murmura « Tu l'aimes donc encore assez pour perdre ta famille ?» Alexandre répondit « Non, je l'aime enfin assez pour ne plus me perdre moi-même. » Isabelle partit. La salle se vida. Il ne resta que Camille et Alexandre. Pendant un moment, aucun des deux ne parla. Camille regardait les dossiers sur la table. Les preuves, les dates, les traces, tout ce qu'elle avait rêvé de voir reconnu. Alexandre resta debout à distance. Il ne s'approcha pas. « Tu es réhabilité », dit-il doucement. Elle eut un sourire pâle. Ce mot est étrange. Pourquoi ? Parce qu'il donne l'impression que je reviens à un état normal. Mais il n'y a pas de retour possible. Pas vraiment. Il baissa les yeux. Je sais. Elle le regarda. Non. Mais tu commences peu. Être. Il accepta la correction. Camille. Elle se leva. Merci d'avoir parlé. La phrase lui fit plus mal qu'il ne l'aurait cru. Pas parce qu'elle était froide, parce qu'elle était juste. Merci d'avoir parlé. Pas. Je te pardonne. Pas. Tout est réparé. Pas. Reviens. Seulement la reconnaissance d'un acte arrivé trop tard, mais arrivé quand même. Je ne l'ai pas fait pour être remercié, dit-il. Je sais. Elle prit son dossier. Mais je te remercie quand même. Il la regarda marcher vers la porte. Cette fois, il ne la retint, mais il parla avant qu'elle sorte. Il y a 4 ans, j'ai perdu la femme que j'aimais parce que j'ai choisi le silence. Camille s'arrêta. Son dos resta tourné. Alexandre continua. Aujourd'hui, j'ai choisi ta vérité. Pas pour effacer ce silence, pas pour acheter ton pardon, seulement parce que c'était ce que j'aurais dû faire depuis le début. Elle ne bougea pas. Sa main trembla légèrement sur la poignée. Il reprit, plus bas, « Je ne te demande pas de revenir. Je veux seulement devenir l'homme que tu aurais dû avoir à tes côtés il y a 4 ans. » Le silence qui suivit dura longtemps. Puis Camille tourna la tête. Ses yeux brillaient, mais elle ne pleurait pas. Alors commence par comprendre une chose, Alexandre. Il attendit. L'homme que j'aurais dû avoir à mes côtés ne m'aurait pas demandé de lui apprendre comment me défendre. La phrase le traversa. Il hocha lentement la tête. Tu as raison. Elle ouvrit la porte. Avant de sortir, elle ajouta. Mais être que l'homme que tu es en train de devenir saura enfin apprendre sans que je sois obligé de saigner devant lui. Puis elle partit. Alexandre resta seul dans la salle du conseil. Sur la table, l'email restauré reposait parmi les preuves. Il ne le toucha pas. Il n'en avait plus besoin pour savoir. Camille avait dit la vérité, depuis le début, et lui, 4 ans trop tard, venait seulement de faire ce qu'un homme amoureux aurait dû faire au premier instant, croire la femme qu'il aimait avant que le monde ne l'oblige à le prouver. Leur amour renaît. Après la réunion du conseil, Camille Moreau ne pleura pas. Pas dans l'ascenseur. Pas dans son bureau, pas même lorsqu'elle ferma la porte derrière elle et resta seule, debout au milieu d'une pièce trop grande, trop silencieuse, avec son nom désormais lavé officiellement d'une accusation qui avait détruit 4 années de sa vie. Elle aurait cru que la vérité lui apporterait quelque chose de plus immédiat, une délivrance, une joie, une paix. Mais ce qui vint d'abord, ce fut la fatigue. Une fatigue immense, profonde, presque ancienne. Comme si toutes les versions d'elle-même qu'elle avait dû porter depuis 4 ans venaient soudain réclamer leur droit de s'effondrer. La jeune créatrice s'accusait. La femme qui avait quitté Paris avec 2 valises, l'inconnu qui avait recommencé à Copenhague sous des néons froids, dans un atelier où personne ne savait son histoire. La directrice qui avait appris à parler plus fort, à sourire moins,
à négocier mieux. La femme revenue chez Delcourt, non pour supplier, mais pour reprendre ce qu'on lui avait volé. Toutes ces Camilles restèrent debout. Aucune ne pleura. Elle posa son dossier sur le bureau, puis regarda par la fenêtre. En bas, les journalistes attendaient toujours. Ils voulaient une déclaration, une image, une phrase qui résumerait la chute d'Isabelle Delcourt et de Clara Vasseur. Ils voulaient transformer sa souffrance en titre. Camille ne leur donnerait pas cela. Pas aujourd'hui. Son téléphone vibra. Un message de Nora. Le fonds maintient son soutien. Le conseil confirme votre mandat. Les équipes demandent si la présentation de la collection est toujours prévue. Camille relut la dernière phrase. La collection, les cendres blanches, tout désormais dépendait de ce choix. Rester prisonnière de l'affaire Moreau ou transformer enfin les ruines en œuvre. Maison Delcourt était sauvée juridiquement, peu être financièrement. Mais elle ne renaîtrait que si Camille arrivait à faire ce qu'elle avait promis, redonner une âme à une maison qui l'avait trahie. Elle répondit « La présentation aura lieu. Aucun retard. » Puis elle ajouta « Réunion atelier dans 30 minutes. » Quand elle entra dans l'atelier principal, les conversations s'arrêtèrent aussi. Les équipes étaient là. Stylistes, modélistes, responsables tissus, brodeuses, assistants, chefs de production. Certains avaient les yeux rouges, d'autres semblaient honteux. Beaucoup ne savaient pas quoi dire. La vérité venait de sortir. Mais dans une maison comme Delcourt, même la vérité avait besoin de traverser des années de silence avant de devenir naturelle. Camille s'avança jusqu'à la table centrale. « Je suppose que vous avez entendu une partie de ce qui s'est passé. » Personne ne répondit. Elle posa les mains sur la table. « Je ne vais pas vous demander de choisir un camp dans une histoire ancienne. Je ne vais pas vous demander de vous excuser pour des décisions que certains n'ont pas prises. Je vais seulement vous demander une chose. » Elle regarda les visages un à un. À partir d'aujourd'hui, dans cet atelier, le travail honnête ne sera plus sacrifié pour protéger l'ego de quelqu'un. Un silence dense suivit. Puis une vieille brodeuse leva doucement la main. Elle s'appelait Marianne. Camille se souvenait d'elle. 4 ans plus tôt, cette femme avait baissé les yeux pendant qu'on la faisait sortir. Aujourd'hui, elle s'engréburtait ce souvenir comme une pierre dans la gorge. « Madame Moreau, dit-elle d'une voix tremblante, je n'ai rien dit à l'époque. » Camille ne bougea pas. Marianne continua. « J'avais vu certains de vos croquis avant. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais j'avais peur de perdre mon poste. » Les yeux de Camille se fermèrent une seconde. Autour d'elle, personne ne parlait. Marianne ajouta « Je suis désolée. » Camille rouvrit les yeux. Pendant longtemps, elle avait cru vouloir entendre ces mots. Elle les avait imaginés 1000 fois. Dans des couloirs, dans des rêves, dans des conversations qui n'arrivaient jamais. Mais maintenant qu'ils étaient là, ils ne réparaient pas tout. Ils ouvraient simplement une porte. « Merci de le dire, » répondit-elle. Marianne baissa la tête. Camille regarda l'atelier. « Je ne peux pas recommencer cette collection avec des gens qui travaillent par peur. La peur produit des vêtements corrects, pas des vêtements vivants. Alors je vais vous donner le choix que je n'ai pas eu. » Elle prit une inspiration. Ceux qui ne veulent pas travailler sous ma direction peuvent demander une mutation ou une rupture négociée. Ceux qui restent devront travailler avec exigence, loyauté et vérité, pas envers moi seulement, envers les pièces que nous allons créer. Personne ne sortit, pas un seul. Camille hocha lentement la tête. « Bien. Alors nous commençons. » Les semaines qui suivirent furent d'une intensité brutale. Maison Delcourt ne ressemblait plus à une maison en fin de règne. Les lumières restaient allumées tard dans les ateliers. Les mannequins se couvrirent de toiles, de tissus, de lignes noires, de blancs brûlés, de rouges intérieurs. Camille travaillait sans relâche, mais elle ne travaillait plus seule. Quelque chose avait changé. Les gens parlaient. Vraiment. Les jeunes assistants osaient proposer. Les anciennes mains d'atelier corrigeaient les impossibilités techniques sans crainte d'être humiliées. Les réunions devenaient plus dures, mais plus sincères. On jetait beaucoup, on recommençait. On se disputait sur une manche pendant 2 heures. On applaudissait parfois une silhouette terminée, comme si elle venait de respirer pour la première fois. Alexandre, lui, resta présent, pas envahissant, présent. Il transmettait les budgets avant qu'elle les demande. Il négociait avec les fournisseurs sans chercher à imposer ses choix créatifs. Il défendait les coûts nécessaires devant le conseil. Il refusait les interviews qui voulaient transformer son geste de vérité en histoire romantique.
Lorsqu'un journaliste lui demanda s'il avait sauvé Camille Moreau, il répondit simplement non. Elle n'avait pas besoin d'être sauvée. Elle avait besoin que la vérité cesse d'être enterrée. Camille vit la vidéo par hasard. Elle ne dit rien, mais le soir même, lorsqu'Alexandre passa devant l'atelier avec des documents, elle l'appela, « Monsieur Delcourt ». Il s'arrêta, elle lui tendit un dossier. Les coûts de broderie de la pièce finale ont augmenté. Il le prit, parcourut les chiffres. « C'est important. » « Oui. » « Est-ce essentiel ?» Camille soutint son regard. « Oui. » « Alors on le garde. » Elle sembla surprise. « Vous ne demandez pas une justification de 15 pages. »« Non. » « Pourquoi ?» Alexandre referma le dossier. « Parce que je connais assez les chiffres pour savoir quand il parle. Et je commence à connaître assez votre silence pour savoir quand il ne faut pas l'interrompre. » Camille baissa les yeux. Ce n'était pas une déclaration d'amour. C'était mieux, être. C'était une attention, une vraie. Les jours devinrent des nuits, puis les nuits des matins. Parfois, ils travaillaient dans la même pièce jusqu'à très tard. Camille dessinait. Alexandre relisait des contrats. Aucun ne parlait beaucoup, mais le silence entre eux n'avait plus la même forme. Il n'était plus l'absence lâche de 4 ans plus tôt. Il devenait peu à peu un espace où chacun apprenait à ne pas fuir. Un soir, Camille leva les yeux de son carnet. « Pourquoi n'êtes-vous jamais parti ?» Alexandre, assis à l'autre bout de la table, releva la tête. De l'atelier, de Maison Delcourt. Après la vérité, il resta silencieux un moment, parce que partir aurait été plus facile. Elle le regarda. « Et vous voulez être puni ?»« Non. » Alors, il posa son stylo. « Je veux apprendre à rester là où j'ai autrefois abandonné. » La phrase entra en elle plus profondément qu'elle ne l'aurait voulu. Rester ne suffit pas toujours. Je sais. Parfois, rester trop tard ne change rien. Je sais aussi. Il ne se défendait pas. Il ne lui demandait pas de reconnaître ses efforts. Il restait simplement là, avec sa faute, sans la lui remettre dans les bras. Camille baissa les yeux sur son croquis. « C'est étrange, » murmura-t-elle. « Quoi ?» « Pendant 4 ans, j'ai cru que si un jour vous reconnaissiez votre erreur, je pourrais enfin arrêter de vous aimer. » Alexandre ne bougea plus. Elle continua, presque pour elle-même. « Je pensais que mon amour était coincé dans l'injustice, que la vérité le libérerait. Mais maintenant que la vérité est là, » elle s'arrêta. Il n'osa pas finir la phrase à sa place. Camille referma son carnet. « Ce n'est pas le moment. » D'accord. Elle leva les yeux vers lui. « Vous dites souvent d'accord maintenant. » Un sourire triste passa sur son visage. « J'apprends que l'amour ne se prouve pas toujours en répondant. Parfois, il commence par accepter. » Camille détourna le regard, troublée. Le soir de la Fashion Week arriva sous une pluie fine. Paris brillait sous les phares, les parapluies noirs, les voitures qui s'arrêtaient devant le lieu choisi, une ancienne gare réhabilitée près de la Seine. Pas un décor trop luxueux, pas un palais. Camille avait voulu un espace de passage, un lieu entre départ et retour, entre disparition et renaissance. Les cendres blanches seraient présentées là. Dans les coulisses, l'air vibrait de tension. Les mannequins passaient entre les portants. Les habilleuses vérifiaient les ourlets, les coiffeurs ajustaient des mèches. Nora courait avec une tablette. Marianne cousait encore un détail minuscule sur une manche. Camille avançait au milieu de tout cela, calme en apparence. À l'intérieur, elle tremblait. Pas de peur, de mémoire. 4 ans plus tôt, elle avait quitté la mode avec l'impression que sa voix ne méritait plus d'être entendue. Ce soir, toute une salle attendait ce qu'elle avait à dire. Alexandre entra dans les coulisses 20 minutes avant le début. Il ne portait pas le costume de l'héritier Delcourt, mais un smoking simple, sans arrogance. Dans sa main, aucun dossier, aucun chiffre, aucun prétexte professionnel. Camille le vit dans le miroir. « Vous êtes perdu ?» Il sourit légèrement, probablement depuis 4 ans. Elle ne sourit pas, mais ses yeux s'adoucirent malgré elle. Il resta à distance. « Je ne veux pas déranger. Je voulais seulement vous dire que tout est prêt côté partenaire. Le conseil est là, le fonds aussi. Les journalistes sont installés. Et personne ne prononcera le mot plagiat ce soir sans recevoir immédiatement un dossier juridique. » Camille eut un rire bref, romantique. « J'essaie d'être utile. » « Vous l'êtes. » Le mot sortit simplement, mais Alexandre le reçut comme un cadeau. Nora appela Camille depuis l'entrée du podium. 2 minutes. Camille prit une inspiration. Alexandre la regarda. « Camille !» Elle se tourna vers lui. Ce prénom, cette fois, ne la blessa pas. Il lui tendit quelque chose.
Une petite boîte de velours sombre. Son cœur se figea. Qu'est-ce que c'est? Pas une demande. Elle regarda la boîte sans la prendre. Il l'ouvrit. À l'intérieur reposait une bague fine, ancienne, élégante, avec une pierre claire montée, sans ostentation. « Je l'avais achetée il y a 4 ans, dit-il. » Camille ne respira plus. Le jour où tout a basculé, il hocha la tête. « Je devais te rejoindre après la présentation interne. J'avais réservé une table. J'avais préparé un discours ridicule que j'ai relu 15 fois. » Sa voix se brisa légèrement. « Je voulais te demander de rester dans ma vie pour toujours. Et quelques heures plus tard, quand tu as eu besoin que je reste dans la tienne, je n'ai pas su le faire. » Les yeux de Camille brillèrent. Alexandre referma doucement la boîte, puis la posa sur une table près d'elle. « Je ne te la donne pas pour te demander de revenir. » Elle le regarda. « Alors pourquoi ? » « Parce que pendant 4 ans, je l'ai gardée comme un souvenir de ce que j'avais perdu. Aujourd'hui, je veux qu'elle cesse d'être une chaîne. Healing Speeder, je l'avais achetée pour te demander de rester. Aujourd'hui, je te la rends pour te dire que tu es libre. » Camille resta immobile. Autour d'eux, les coulisses s'agitaient, mais quelque chose semblait les isoler. Alexandre ajouta doucement, « Libre de me pardonner ou non, libre de m'aimer encore ou de ne plus vouloir jamais de moi. Libre de porter cette histoire comme tu veux. Je ne veux plus que mon regret te demande une place. » Une larme glissa enfin sur la joue de Camille. La première, elle ne l'essuya pas tout de suite. « Vous arrivez tard, Alexandre. Je sais, très tard. Je sais. » Elle regarda la boîte, puis lui. « Mais au moins cette fois, vous n'essayez pas d'arriver à ma place. » Il baissa les yeux. « J'essaye d'apprendre où est la mienne. » Nora appela plus fort. « Camille, maintenant. » Camille prit la boîte, pas pour l'ouvrir, pas pour accepter, seulement pour ne pas la laisser derrière. Puis elle dit « Restez ». Alexandre releva les yeux. « Pardon ? Pas devant, pas au centre, mais restez. » Il hocha la tête. « Je resterai. » Le défilé commença. La première silhouette apparut dans un silence presque religieux. Un manteau blanc cassé, droit, traversé d'une ligne noire qui descendait de l'épaule au cœur. Puis une robe fluide, brûlée de gris au bas, comme si elle sortait d'une ruine sans se salir. Puis des vestes structurées, des doublures rouges, des tissus pâles scarifiés de broderies sombres, des transparences qui ne cherchaient pas à séduire mais à révéler. La salle, d'abord prudente, devint immobile. Les cendres blanches n'étaient pas seulement une collection, c'était un témoignage sans discours. Une femme qui avait été effacée revenait par la forme, la ligne, la matière. Elle ne criait pas sa douleur, elle la transformait en beauté. Pas une beauté douce, une beauté debout. Alexandre regarda depuis l'ombre des coulisses. Il vit Camille suivre chaque passage, les doigts serrés autour de la petite boîte. Il vit son visage lorsqu'une robe inspirée du dessin volé apparut enfin, réinventée, plus forte, traversée cette fois d'une ligne noire, assumée comme une cicatrice magnifique. Le public retint son souffle, puis les applaudissements commencèrent. D'abord quelques mains, puis toute la salle, longs, puissant, debout. Camille ferma les yeux une seconde. Quand elle sortit saluer à la fin du défilé, la lumière l'enveloppa entièrement. Elle ne sourit pas tout de suite. Elle regarda la salle, les journalistes, les acheteurs, les anciens qui l'avaient oubliée, les nouveaux qui la découvraient. Puis elle inclina la tête, pas comme une femme réhabilitée, comme une femme revenue d'elle-même. Alexandre applaudit dans l'ombre. Il ne chercha pas à être vu. Mais Camille, en se retournant vers les coulisses, le vit, et cette fois, elle lui sourit. Très peu, mais assez. Après le défilé, tout devint bruit. Félicitations, flash, interviews, embrassades, chiffres déjà prometteurs, acheteurs enthousiastes. Maison Delcourt venait de retrouver une âme, et tout le monde voulait soudain dire qu'il y avait toujours cru. Camille traversa cette agitation comme dans un rêve. Plus tard, bien plus tard, elle sortit sur la terrasse du bâtiment, loin de la foule. La pluie s'était arrêtée. Paris brillait sous les nuages. Alexandre la rejoignit quelques minutes après, sans bruit. « Vous devriez être à l'intérieur, dit-il. Vous aussi. Je n'aime pas beaucoup les gens qui prétendent avoir toujours cru à ce qu'ils ont combattu. » Elle eut un sourire fatigué. « Moi non plus. » Il resta près de la porte. Camille regarda la ville. « Vous aviez raison sur une chose. Une seule ? Ne soyez pas ambitieux. » Il sourit. Elle continua. « Cette collection n'était pas une vengeance. Non, je crois qu'elle était un enterrement. » Alexandre devint sérieux. « De quoi ? » « De la fille qui attendait qu'on vienne la sauver. » Il ne dit rien.
Camille se tourna vers lui. « Je ne veux plus être cette fille. Tu ne l'es plus. » Elle le regarda longtemps. « Et toi, moi, qui es-tu maintenant ?» Alexandre inspira lentement. Un homme qui a perdu beaucoup de temps à croire que le silence était une forme de protection. Il fit un pas, puis s'arrêta, lui laissant le choix de la distance. Et qui essaie d'apprendre que l'amour, ce n'est pas décider à la place de l'autre. C'est croire sa voix avant que le monde exige des preuves. Camille sentit sa gorge se serrer. Elle ouvrit la petite boîte. La bague brillait faiblement sous la lumière de la terrasse. « Je ne peux pas revenir à ce que nous étions, » dit-elle. « Je ne te le demande pas. Je ne serai plus jamais la femme qui te regarde comme si tu étais le seul refuge possible. Je ne veux plus être un refuge qui t'enferme. » Elle leva les yeux. « Et si je marche, ce sera à mon rythme. Je marcherai à côté, ou derrière si tu as besoin de plus d'espace. » Cette fois, elle sourit vraiment. « Derrière, vous risqueriez de me suivre avec trop de drame. Je ferai un effort discret. » Un silence doux tomba. Camille referma la boîte. Puis, au lieu de la lui rendre, elle la glissa dans la poche de son manteau. Alexandre ne demanda rien. Son regard seul posa la question. Elle répondit « Je ne dis pas oui à une demande qui n'a pas été faite. Je sais. Je ne dis pas que je pardonne tout. Je sais aussi. » Elle s'approcha, très lentement. « Je dis seulement que l'amour que je croyais mort n'était peu, être pas mort. » Alexandre ne bougea plus. Camille posa une main sur son torse. Il était enterré sous 4 ans de silence, de colère, d'orgueil et de douleur. Sa voix trembla. Et ce soir, je l'ai senti respirer. Les yeux d'Alexandre brillèrent. Il murmura « Camille !» Elle leva une main vers son visage. « Cette fois, ne promets pas trop. » Il ferma les yeux sous son toucher. « Alors, je promets seulement d'écouter, et de croire, et de croire. » Elle se rapprocha encore. Leur premier baiser depuis 4 ans ne ressembla pas à un retour. Il n'effaça rien. Il ne répara pas le jour où elle avait attendu son appel, ni les nuits où il avait gardé une bague dans un tiroir comme une punition silencieuse. Il ne rendit pas à Camille les années volées, ni à Alexandre l'homme qu'il aurait dû être plus tôt. Mais il ouvrit un chemin fragile, adulte, imparfait, un chemin où l'amour ne renaissait pas parce qu'ils oubliaient les cendres, mais parce qu'ils acceptaient enfin de ne plus les confondre avec la faim. 6 mois plus tard, Camille fut officiellement nommée directrice générale de Maison Delcourt. Pas par scandale, pas par pitié, par succès. Les cendres blanches devint la collection qui sauva la maison. Les ateliers retrouvèrent leur prestige. Les jeunes créateurs revinrent. Les clientes historiques pleurèrent devant certaines pièces sans toujours comprendre pourquoi. Les critiques parlèrent de renaissance, de vérité, de feu contenu sous la neige. Alexandre resta directeur financier, mais il ne se plaça plus devant Camille dans les réunions. Il s'assit à côté d'elle. Parfois, ils se disputaient encore, sur un budget, sur un calendrier, sur une vieille peur qui remontait sans prévenir. Camille partait marcher seule. Alexandre apprenait à ne pas la suivre immédiatement. Puis, elle revenait, où il demandait doucement s'il pouvait entrer. Ils n'étaient pas redevenus un couple simple, ils étaient devenus quelque chose de plus vrai. Un soir, dans l'atelier vide, Camille trouva Alexandre devant la première robe des cendres blanches, conservée sur un mannequin. « Vous la regardez souvent, dit-elle. » Il se tourna. « Elle me rappelle ce que j'ai failli ne jamais comprendre. »« Quoi ? Qu'une cicatrice n'est pas seulement la preuve d'une blessure, c'est aussi la preuve qu'on a survécu. » Camille s'approcha de lui. À son doigt, elle ne portait pas encore la bague. Elle la gardait dans une chaîne fine autour de son cou, sous ses vêtements, pas comme une promesse officielle, comme une question ouverte. Alexandre ne lui demandait jamais quand elle la porterait autrement. C'était peu. Être pour cela qu'un jour, elle le ferait. Elle prit sa main. « Il y a 4 ans, tu m'as perdu parce que tu as choisi le silence. » Il baissa les yeux. « Oui, mais cette fois, quand j'ai eu besoin de ma vérité, tu as parlé. J'aurais dû le faire dès le premier jour. » « Oui. » Elle serra ses doigts. « Mais je ne veux plus vivre seulement dans le premier jour. » Il releva les yeux vers elle. Camille sourit doucement. « Je ne reviens pas dans le passé, Alexandre. Je sais. Je marche vers l'avenir. Et pour l'instant, elle prit une inspiration. Pour l'instant, tu peux marcher avec moi. » Alexandre porta sa main à ses lèvres, pas comme un homme qui possède, comme un homme qui remercie. Il l'avait perdu il y a 4 ans, le jour où son silence avait brisé son cœur.
Mais lorsqu'il revint vers elle, il ne lui demanda plus de revenir dans le passé. Il marcha simplement à ses côtés jusqu'à ce que leur amour qu'il croyait mort retrouve enfin le courage de renaître. Et cette fois, ce ne fut pas un amour aveugle. Ce fut un amour qui avait traversé les cendres, appris la vérité, payé le prix du silence et choisi malgré tout de respirer encore.